Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc je voulais, revenir un petit peu, sur une nouvelle vidéo qu'on fait aujourd'hui. Donc, une nouvelle vidéo de Cross Connect. L'idée de Cross Connect, je le répète à chaque fois, c'est de créer un moyen de communication entre les 2 régions qui se trouvent, à l'extrémité du pôle. Le pôle étant l'océan Atlantique, donc on trouve la communauté francophone, la France, la Belgique, la Suisse, l'Afrique. Et de l'autre côté, on retrouve l'Amérique du Nord. Moi, je vis au Canada depuis 7 ans. J'ai étudié en France, j'ai vécu en Angleterre, j'ai grandi en France, étudié en France, étudié aux États-Unis, au Canada, j'ai vécu en Angleterre et maintenant je vis au Canada depuis 7 ans. Et donc, je cross connect ce que l'on fait des vidéos, des podcasts qui sont pas forcément pour faire des vues, mais pour, amener des sujets intéressants entre ces 2 communautés. Donc, il y a des sujets différents que l'on amène, mais on fait des sujets que on fait avant tout des sujets que l'on apprécie et qui donnent envie, qui nous donnent envie de que l'on a envie d'adresser, en fait. Et j'avais promis de donc j'ai fait quelques vidéos, vous avez pu voir, hein, sur, Trump, l'assassinat de Trump, le ce qui se passe avec Biden, et je vais faire un état un nouvel épisode sur l'assassinat de Trump, parce qu'il y a d'autres rumeurs qui sont sorties, d'autres rumeurs ou révélations qui sont sorties en Amérique du Nord, dont on n'a peut-être pas entendu parler, en France. Donc je ferai cette vidéo sûrement demain. Là, j'avais prévu depuis hier de faire une vidéo sur Didier Deschamps et sur la situation de l'équipe de France et du football, suite au championnat d'Europe des nations, donc on appelle l'Euro. Donc je voulais, faire cette vidéo en 3 parties. Il y a une partie où je vais parler un petit peu de mon impression de ce que devient le football aujourd'hui. OK. Quelle implication ça a en termes de manque de créativité sur moi, je dirais que c'est un reflet de la société. Parce qu'aujourd'hui, le football est le sport le numéro un dans le monde. Donc quel est l'effet sur la société? Deuxièmement, je voulais un petit peu faire une extrapolation de ça et parler un petit peu, de ce qu'on appelle, le nihilisme et le réalisme, et je fais un parallèle avec ça. Troisièmement, je voudrais juste avoir un point de vue beaucoup plus purement footballistique de Didier Deschamps, et de donner un petit peu mon avis sur, sa véritable capacité. Qu'est-ce qui fait que, comment se fait-il que le jeu soit si beau? Et il y a d'autres explications mis à part, ce que je vais expliquer maintenant. Donc en fait, ce qu'on a pu voir durant le championnat d'Europe des nations, ce qu'on appelle l'Euro, on a pu voir un certain manque de créativité, de passion, d'inventivité chez certaines équipes, notamment la France, qui a été globalement critiquée par rapport à par rapport au jeu pratiqué. On a vu là aussi la Belgique, mais ça a été relevé notamment ça a été notamment relevé par l'Espagne, par la Suisse, par la Turquie, qui ont montré des choses très intéressantes. Pas la Géorgie aussi, qui a montré des choses très intéressantes, avec un sélectionneur qui est français et qui a une vision un petit peu différente de celle de Didier Deschamps, il s'appelle Willy Sagnol, que j'essaierai d'avoir dans un podcast, c'est une personne que je connais. Et donc voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est un manque de créativité, un manque de fraîcheur, un manque de passion, et je pense que tout ça, c'est un petit peu un reflet de la société. OK. Maintenant, ce pourquoi j'aborde le sujet de Didier Deschamps, c'est parce que je suis moi-même un ancien footballeur d'un certain niveau. J'ai joué jusqu'en deuxième division, j'ai aussi joué au niveau amateur. J'ai aussi joué aux États-Unis, dans une université, lorsque j'ai étudié aux États-Unis pendant 2 ans, et donc voilà, et puis par effet de bord, je suis le petit frère de Jean-Claude Pagal. Donc je suis moitié camerounais, effectivement, par ma maman, et j'ai mon grand frère donc qui s'appelle, Jean-Claude Pagal, qui est un ancien footballeur de haut niveau que vous allez pouvoir voir maintenant. Donc voilà, je suis son petit frère Jean-Claude Pagal, qui est un ancien joueur, un ancien grand joueur de football. Moi, j'ai toujours considéré mon frère comme étant un ancien grand joueur, qui a été formé à Lens, qui a joué notamment,
à La Roche-sur-Yon et à Saint-Étienne. Il a joué également dans différentes équipes en Angleterre, en Belgique. Vous pouvez voir aujourd'hui, bon voilà, c'est mon grand frère, quoi, Jean-Claude Paglia. Donc voilà ce que je voulais partager, par rapport à ça, et c'est une personne qui m'a beaucoup influencé dans ma vie personnelle. C'est mon grand frère naturellement, et aussi dans sa vision footballistique. Donc ce que l'on voit dans le football aujourd'hui et les critiques, malgré qu'il y a eu des équipes comme je disais, la Turquie, la Géorgie, l'Espagne, qui ont montré des choses très intéressantes. On voit un football aujourd'hui qui est beaucoup plus un football notamment pratiqué par la France et par la Belgique, un football beaucoup plus destructeur, un football beaucoup plus défensif, qui ne crée rien, qui n'amène pas d'innovation, qui n'amène pas de créativité, qui n'amène pas de beauté dans le jeu ou de flair. Le fameux flair français qui était l'apanage de Platini et de Giresse, de Tigana, la grande équipe de France de l'époque. Et des choses que l'on voyait aussi avec, Zidane à l'époque où Zidane, à l'époque où Zidane jouait. Zidane que j'ai fréquenté quand on était plus jeune et qu'on jouait en Gambardella ou, dans certaines catégories de jeunes. Un joueur que j'ai fréquenté à plusieurs reprises, qui était un joueur absolument magnifique. Très personnel à ses débuts, mais qui a évolué pour devenir un très, très grand joueur. Bon, celle de joueur qu'il est devenu, moi je l'ai connu plus jeune, il était à un niveau incroyable déjà. Mais, tout ça pour dire que le football aujourd'hui est devenu un football beaucoup plus, défensif, beaucoup plus, destructeur, et ça a un effet sur la société parce qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que le football est un milieu d'entre-soi. Ça veut dire qu'on retrouve des gens qui se passent la pommade et qui se font du bien entre eux, qui n'ouvrent pas les portes à différentes personnes ayant des points de vue différents et une vision, constructive et à la fois, créatrice, dans la volonté de développer quelque chose qui soit beau, qui soit passionnel, qui soit intéressant à regarder et qui amène les gens, à vouloir consommer du football. On a pu voir récemment quand les gens se plaignaient du jeu de l'équipe de France, la réponse de Didier Deschamps était que: «Si vous n'aimez pas ce que vous voyez à la télé, changez de chaîne». Mais il oublie quelque chose, c'est que le football, c'est avant tout le sport le plus populaire dans le monde entier, qu'il y a des milliards de personnes qui regardent le football, qui sont passionnés par le football, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, et l'Asie n'est pas en reste. L'Asie est un continent qui foisonne aussi de passion pour le football, et quand on voit quelqu'un qui oublie que les salaires des joueurs, c'est son propre salaire, provient des gens qui sont fascinés par le football, leur attention et leur intérêt pour le football fait qu'il y a des sponsors qui génèrent des revenus marketing, qui génèrent de l'investissement dans le football, qui génèrent de l'investissement dans des clubs. Donc on voit que en ayant ce type de discours, c'est une personne qui tue le football. Mais le plus grave, c'est l'image que cela fait ressortir. Quand on voit, en 2018, lorsque la France gagne la coupe du monde, on peut voir un football qui est un football plutôt pauvre. Au final, qu'est-ce qui se passe? Quand d'autres entraîneurs voient un football plutôt restreint, non créatif, destructeur, qui fonctionne, ça crée des émules. Ça crée une envie de créer un minimum pour un maximum de résultats. On maximise le résultat et on occulte la passion, la création, l'innovation. On occulte ça. Exactement ce que l'on voit dans la société aujourd'hui où l'argent est le roi partout, le pouvoir est roi, le pouvoir et l'argent sont rois partout. Vous allez aux États-Unis, vous n'êtes rien si vous n'avez pas l'argent. Dans beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui, tant que vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes rien. Parce qu'on est dans un monde où j'ai et on ne fait pas la rime dans le bon sens, c'est plus j'ai plutôt que je suis. Et au lieu de développer quelque chose d'intéressant qui soit un bien commun pour tout un chacun, parce que la créativité, l'innovation, c'est un effet boule de neige. Quand j'innove, je crée, je crée quelque chose de nouveau dans un domaine. Le fait de partager cela avec quelqu'un, ça crée une forme d'intérêt, une forme d'innovation qui se répète comme un cycle, qui se répète à l'infini, et cette création amène une autre forme une autre forme d'inventivité, une autre forme on va dire instiller quelque chose chez l'autre.
en montrant que l'innovation et la création est maître de tout, est maître de créer quelque chose de beau que les gens peuvent partager ensemble. Mais en ayant un football restreint, destructeur et en total manque de créativité, on crée un manque d'intérêt. On crée un manque d'intérêt et on crée un refus ou un renoncement pour tout ce qui fait de ce sport une véritable passion pour tout un chacun. Donc je vais passer certaines séquences et puis c'est pas uniquement moi qui le dis. Ça veut dire ce sont des gens qui sont des anciens footballeurs, des gens qui sont des personnes qui commentent le football encore aujourd'hui. On voit par exemple, Jérôme Rotten qui est un ancien, grand joueur de football, très grand joueur de football qui a joué, au Paris Saint-Germain à Monaco. Je vais vous passer une séquence et on va puis je vais essayer de commenter avec vous. Entraîneur. Mais bon, il parle foot en général. Quand il vient en conf de presse, il se cache pas, il fait pas des réponses à moitié. Alors que Didier, tu sens qu'il y a une lassitude là-dedans et que ça n'a jamais été son point fort de toute façon parce que c'est un adepte de la langue de bois. Et on le sait très bien, et que ça soit avec ses joueurs, lui, il n'a jamais eu la bonne analyse ou l'analyse vraiment réelle, sincère. Il essaye d'arrondir les angles. Après, il règle des choses dans le vestiaire, pas de problème. Et c'est pour ça que l'équipe de France et très souvent ces clubs aussi qu'il a entraînés ont gagné parce qu'il protège ses joueurs, il n'y a pas de souci. Sauf que là, c'est long, très long, hein, le mandat de Didier Deschamps, trop long parce qu'on est lassé et même lui, je le disais hier, montre des signes de fatigue et les signaux sont pas bons parce que les gens maintenant, le regard des gens, autant il a été vraiment très respecté Didier Deschamps par rapport à tout ce qu'il a amené au football et tout ce qu'il a gagné. Pourquoi tu parles au passé? Alors bon, là, on entendait Éric Dimeco qui est un ancien grand joueur de l'équipe de Marseille, l'équipe de France. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a un refus, d'accepter d'accepter le football qui est pratiqué, en fait. Donc en fait, on voit Jérôme Rotten fait allusion, notamment au management relativement, efficace de Didier Deschamps, mais une incapacité à créer du football, à créer quelque chose qui crée un engouement quelconque. Naturellement, on voit dans les joueurs qu'il sélectionne, on voit qu'il prend des joueurs qui ressemblent à l'image du football qu'il a. Un football destructeur, un football en manque de créativité, donc on voit qu'il a 7 joueurs défensifs, 3 joueurs offensifs, c'est trop peu pour développer quelque chose et on voit que le jeu développé est avant tout un jeu, sans grande, préparation, en fait. Un jeu où, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de séquence de jeu, il n'y a pas de circuit préférentiel, il n'y a pas de création, intelligente. Donc j'en veux pour preuve l'approche que qu'un autre personnage qui commande bien le football, qui s'appelle Daniel Riolo, donne par rapport à Didier Deschamps. Sauf que c'est pas du football de club. Deschamps, il a un choix énorme de joueurs qu'il peut sélectionner. Il a le temps d'observer un petit peu tous les joueurs français qui évoluent un peu partout en Europe, et visiblement même dans le monde, puisqu'il est allé jusqu'en Arabie Saoudite. Et à partir de là, il peut réfléchir au jeu qu'il a envie de faire pratiquer à l'équipe, mettre les joueurs en fonction d'eux. Quand il met des joueurs, éventuellement les sortir, la responsabilité du coach, elle est entière. Il ne peut pas, l'année, je me souviens quand il commentait le foot anglais, se réjouir du travail de Guardiola ou d'un autre coach et tout, et dire, évidemment que les joueurs doivent être mis face à leurs responsabilités là-dessus, il a raison. Évidemment qu'on ne va pas faire l'économie des critiques sur Mbappé, mais on peut également dire que peut-être que Deschamps, à un moment, il aurait dû ouvrir les yeux, et on l'a dit 1000 fois dans cet Euro, et peut-être considérer que Mbappé ne devait pas jouer ou sortir plus tôt. Il l'a fait avec Griezmann. Enfin, le sélectionneur, comme son nom l'indique, c'est lui qui choisit les mecs et surtout qui demande à son équipe de jouer d'une certaine façon. Et là, indéniablement, la responsabilité, elle est entière pour Deschamps. Et elle est entière, enfin, c'est encore plus parce que ça fait 12 ans. Et en 12 ans, tu as le temps de modifier, comment dire, de donner un style, de marquer l'équipe que tu diriges, d'une empreinte, de quelque chose dont on va se souvenir. Là, lui, il n'aura fait que marteler pendant 12 ans le résultat, le résultat, le résultat, le résultat. Le résultat, ok, il y a un titre de champion du monde, bravo Didier, c'est fantastique, c'était génial. Je rappelle quand même que c'est quand même
Combien d'équipes ont gagné une Coupe du Monde en récoltant au passage, en parallèle, en même temps, le surnom de Chatard? Voilà, je veux juste revenir là-dessus parce que c'est vrai que Daniel De Riolo est un commentateur du football qui est un petit peu controversé parce qu'il a des discours un petit peu, difficiles et on va dire, pas moqueurs, mais je dirais assez, vifs sur Didier Deschamps et d'autres joueurs, d'autres entraîneurs ou même certains joueurs. Mais, ce à quoi il fait allusion à l'idée qu'on a toujours dit que Didier Deschamps était un homme chanceux dans ses choix, que la réussite se mettait en face de lui lorsqu'il faisait des choix, même des choix douteux par rapport à des joueurs, des choix douteux par rapport à des à des à des à des, à des, à des propositions de jeu ou à des propositions footballistiques qui étaient relativement critiquées et se retrouver avec une chance pas croyable. Ça veut dire, l'équipe adverse qui se retrouve avec un joueur blessé ou bien, une situation, particulièrement rocambolesque ou un tirage au sort qui est relativement, très chanceux, qui lui permet, d'envisager un tirage ou une séquence de matchs ou une séquence des matchs qui lui serait favorable. Donc voilà, lui, à un moment, ce qu'il dit, il dit même que Didier Deschamps pue le non-foot. Donc quand on dit que quelqu'un pue le foot, c'est parce qu'il respire le foot. Et là et lui, il dit que Didier Deschamps pue le non-foot. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ce que je disais sur les ramifications sur la société. Quand on voit un petit peu le système politique qui se referme sur lui-même, ce que l'on voit aux États-Unis avec, le parti des démocrates, le parti des républicains, qui en vérité est un seul et même parti, financé par le deep state, où on fait que de l'entre-soi. On ne fait pas rentrer des gens de l'extérieur. On a vu quelqu'un comme Vivek Ramaswamy, qui est un entrepreneur dans le domaine de tout ce qui est, biopharma, qui est un entrepreneur, qui est un véritable entrepreneur, qui a une vision économique pour les États-Unis, a été mis de côté parce qu'il ne vient pas du sérail. On voit des gens qui, quand on veut faire partie du sérail aux États-Unis, il faut qu'on parte de la guerre en Ukraine. Donc on se retrouve avec des gens qui ont tous le même discours, tous la même vision, tous la même approche, parce ils sont tous financés par les mêmes personnes aux États-Unis. Le système des lobbies est tel que on renforce l'entre-soi. En France, c'est exactement pareil. Quand on retrouve comme Macron au pouvoir, des gens comme Grégory Attal, c'est incroyable. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui ne sait pas ce que ça veut dire se lever le matin, chercher un emploi, la difficulté de savoir ce que ça veut dire de vivre normalement, de payer des factures, d'avoir des difficultés, d'avoir des challenges à son travail. Quelqu'un qui a fait du théâtre, qui a fait une grande école, qui se retrouve là à diriger un pays, un mec qui a 33 ans, aucune expérience, qui n'a jamais travaillé de sa vie. Incroyable! Donc c'est que de l'entre-soi. Ce qu'on retrouve dans le football, c'est ça. C'est Deschamps, c'est le président Diallo, c'est l'ancien président Le Graët. Tout ça, c'est des gens qui se maintiennent les uns avec les autres et c'est ce qui m'amène une autre approche qui est une autre séquence où je voulais parler ce qu'on appelle le nihilisme. Donc ce à quoi ça m'amène, c'est la vision de ce que l'on voit de ce que l'on voit, de la société, l'évolution de la société. À la fois le parallèle que je fais entre le football et la société, c'est qu'il y a un manque de créativité, un manque d'innovation, un manque de création. Ce manque de création, restreint l'évolution de la race humaine, restreint, l'évolution vers des choses qui amèneraient une avancée humaine. Donc, ce que l'on voit dans le manque de créativité dans le football, on le voit exactement dans la politique. On le voit on le voit dans la société. On voit dans certaines compagnies, on voit un niveau d'incompétence à un certain niveau qui est extrêmement grave. On voit des gens qui sont, à des niveaux très importants en termes de responsabilité dans les entreprises, qui sont à des niveaux d'incompétence qui sont extrêmement graves, avec des gens qui ne savent même pas ce qu'ils font. Et les conséquences de ce qu'ils font ont des ramifications extrêmement graves pour la société ou les gens qui travaillent dans ces sociétés-là. On voit également dans le football, comme je le disais à l'instant, ce manque de création, ce manque de passion, ce manque de la volonté de créer quelque chose qui soit extrêmement novateur ou quelque chose qui soit quelque chose de nouveau pour le bien commun, pour faire plaisir aux gens. Je perds, mais même si je perds, j'amène une beauté, j'amène une passion dans le jeu
qui qui font que les gens me suivront, même si je perds et que je laisse ma place à quelqu'un d'autre, même si Zidane prend la place de Deschamps et ça amènera quelque chose de nouveau parce qu'au moins, Deschamps a ramené un nouveau cycle, une nouvelle approche par rapport au football et on voit cette restriction des idées, cette restriction de la création que l'on retrouve à la fois dans la société, comme je le disais, dans, dans la politique, dans le football et maintenant je vais montrer un petit peu quels sont les effets dans la société. Alors je vais faire un parallèle avec la société. Je sais que j'aime bien faire des parallèles comme ça un petit peu pas tirés par les cheveux parce que c'est vraiment intéressant, mais ce que l'on voit, voilà, c'est ça, c'est le nihilisme. Le nihilisme, ça vient du latin nihil, rien. C'est la séparation entre le fait, la valeur et l'effet. Alors, c'est l'idée que qu'il y a une conséquence nécessaire à chaque chose et que le nihilisme amène un système amoral où c'est un scepticisme moral dans le sens où on doute de tout. On doute de ce que les yeux nous amènent, de ce que l'expérience de la vie nous amène, les preuves à la fois même qui peuvent être scientifiques, peuvent être discutées parce qu'on regarde, notamment, l'idée hem, qui nie l'ensemble de l'être et nie, l'être et également l'absolu et qui verse dans le qui qui donc verse dans ce qu'il dit dans le texte, qui verse dans le relativisme. Mais le nihilisme amène à rien. Ça veut dire qu'on refuse la création, on refuse le créationnisme, on refuse le fait de croire en Dieu, on refute le fait qu'il y ait une forme d'intelligence dans tout ce qui nous entoure, le fait qu'il y ait une forme de prédestination dans tout ce qui nous entoure, comme si tout était le fait du hasard, comme si tout était le fait d'une création aléatoire des choses, comme si rien ne pouvait être supporté par une intelligence supérieure. Sauf que ceci est peut-être à la fois, contrecarré par une vision qui s'appelle le relativisme. Le relativisme, c'est un petit peu une vue comme si les séquences de ce qui nous arrive dans la vie sont un moyen de nous enseigner. Comme si, on reprend certains passages dans la Bible qui nous dit que la vie nous enseigne, que la vie finalement n'est qu'une séquence d'expériences, que la vie finalement est un moyen de nous enseigner à travers les expériences qui sont les nôtres et que nous ne sommes au final que le résultat de ce que nous avons, de ce que nous avons expérimenté. Et donc quand on voit le nihilisme, c'est vraiment la séparation entre les valeurs et les faits. Comme si, les faits étaient en face de nous, mais sans qu'il y ait de valeur quelconque pour les accompagner, sans qu'il y ait de valeur quelconque pour les justifier. Comme si les faits étaient juste les faits et que les faits sont le fait d'un hasard ou heu, d'une circonstance qui n'est pas forcément basée sur une prédestination ou sur une conséquence des faits qui pourrait être, expliquée notamment par des éléments, à la fois physiques, mais métaphysiques. Donc, comme on dit souvent que la parole crée, que la parole est créatrice. Et ben, dans le nihilisme, c'est comme si rien n'existait mis à part les faits. Comme si rien n'était en face de nous que le choix qui est fait à l'instant T et qui nous permet de donner une explication à ce qui est en face de nous. Donc ce refus d'accepter que, hem, par exemple, quand nous regardons, la situation humaine de manière générale, on voit notamment que le refus de la croyance en Dieu est de plus en plus accéléré un petit peu partout dans le monde et qu'il y a un refus d'accepter qu'il y a une forme de créationnisme dans l'origine de l'humanité et que dans le même temps, on refuse de voir que, beh, le créationnisme peut être étudié d'une manière différente. C'est-à-dire que chaque être humain sur cette planète a quand même, est unique en son genre. Chaque personne j'étais à un concert cet après-midi au sein de Montréal qu'on appelle les Nuits d'Afrique et dans les Nuits d'Afrique, on voyait j'avais 400-500 personnes qui dansaient, qui écoutaient de la musique africaine et qui appréciaient ce qu'ils entendaient. Mais pour autant, chaque personne qui était dans cet endroit, chaque personne est différente l'une de l'autre.
avec une appréciation du beau différent, une appréciation de la couleur différente, une vision de l'humanité qui lui est différente, une façon d'exprimer ses émotions qui est différente, une capacité d'analyse, un sens critique qui est différent d'une personne à l'autre. Donc on voit bien que donc tout ça, c'est le reflet de l'âme. Et si c'est le reflet de l'âme, d'où viennent toutes ces âmes qui viennent par milliards depuis, des milliers d'années et qu'aujourd'hui nous sommes 8 milliards sur la planète? Mais ça veut dire que dans l'histoire de l'humanité, on parle de centaines ou de dizaines de milliards de d'âmes qui ont vécu sur terre, qui sont mortes et qui sont reparties. Toutes ces personnes-là avaient une perspective différente. Est-ce que ça veut dire qu'elles proviennent de nulle part? Que tout ça, ce n'est que le fruit du hasard? Non. Tout comme, quand on regarde l'ADN, l'AD l'ADN est un mécanisme de création qui touche tous les tous les légumes, tous les végétaux, tous les animaux et notamment les êtres humains. Il y a une base d'ADN commune à tous les êtres vivants sur terre. Combien partageons-nous de pourcentage d'ADN avec un chimpanzé? 93. Qu'est-ce qui fait notre différence? Donc c'est les 7 qui font notre différence. Combien de pourcentage, en commun avons-nous, dans l'ADN avec un dauphin? Combien avons-nous avec une banane? Je vais faire le parallèle avec la banane. Quel est le pourcentage de 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 d'ADN en commun que nous avons avec la banane? 70. Est-ce que ça fait de nous une banane avec une peau jaune et non, absolument pas, mais ça fait de nous partie d'un tout, partie d'un ensemble et cet ensemble ne peut être, ne peut être nié par le nihilisme, comme si rien n'existait, comme si juste les faits, proclamaient une manière de de hiérarchiser chaque chose, hiérarchiser les valeurs, hiérarchiser les intentions, hiérarchiser aussi l'origine, hiérarchiser la couleur de la peau. Donc c'est le parallèle que je fais avec le football et ce qui se passe dans la société. Ce manque de création, ce manque d'ouverture, ce manque ce manque d'humanité, cette déshumanité de l'humanité qui est en train de prendre place depuis, je dirais près d'une, cinquantaine ou soixantaine d'années. On voit tout ça qui se met en place par une ramification qui est liée avec le capitalisme. Et aujourd'hui, ce que l'on voit avec le football, pourquoi Didier Deschamps pratique un football qui est si mauvais? Parce que c'est l'objet du résultat. Parce que comme dans une société, capitaliste, seul l'argent compte, seule la position que vous avez, le pouvoir qui se décline de cette position et l'argent qui en découle, seul cela compte. Tout le reste ne compte pas. Ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous êtes en tant qu'individu, ce que vous pouvez générer comme idée, comme vision personnelle. Une vision personnelle de ce que l'on est par rapport dans tissu un tissu social et économique. Mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce que nous représentons pour l'humanité? Que représentons-nous pour l'humanité en termes de valeur ajoutée? Et ça, ça ne compte pas parce que seul l'argent compte, seul le pouvoir compte, seule la position que vous avez et le titre que vous avez compte. Le reste ne compte pas. Donc, c'est ce qu'on retrouve avec le football de Didier Deschamps, ce refus de création et d'innovation et de passion. Vous n'aimez pas ce que vous voyez? Changez de chaîne. Bah, c'est la même chose. Là, si vous n'aimez pas ce que je dis, ou si vous pensez que cela n'a ni queue ni tête, eh ben, changez de chaîne. Sauf que là, moi, je ne suis payé par personne. Je ne suis pas financé, je ne suis pas l'épicentre du football. Je ne catalyse pas, je veux dire des millions de fans qui regardent le football avec une certaine passion, une certaine dévotion par rapport à ce qu'ils voient. Moi, je ne suis que moi, le gars qui fait la vidéo de Cross Connect et qui essaie de partager un message qui est le mien. Et dans le même temps, c'est ce que je vois, c'est cette ramification entre ce refus de vouloir partager quelque chose qui nous grandit, qui nous fait dépasser uniquement ce que nous sommes. Mais quel échange nous pouvons apporter à nos frères et nos sœurs, humains et humaines, dans le partage qui peut être le nôtre sur la position qu'est la nôtre, de partager quelque chose avec une logique j'ai la volonté de partager quelque chose de beau avec vous. Donc quand je vois l'Espagne qui joue, c'est magnifique.
On voit un jeune de 16 ans en demi-finale de l'Euro qui dribble, frappe, une jolie lucarne contre la France. C'est un pied de nez, c'est un pied de nez à un football qui n'a aucun sens. Donc voilà, ça c'était la deuxième partie. Donc la ramification que je fais entre le football, ce refus de créer, cette volonté de détruire et d'annihiler, donc le nihilisme, d'annihiler, le nihilisme, de détruire, le refus de construire, de construire quelque chose de beau, quelque chose de novateur, quelque chose qui soit conséquent et que l'on peut partager avec les autres. Non, on retrouve, une approche très personnelle et je suis dans le fait. Le fait, c'est je gagne, je perds, mais il n'y a pas de conséquences bénéfiques, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage. OK? C'est juste mon nombril et vous n'aimez pas mon nombril, changez de chaîne. Maintenant, je voulais revenir sur une partie un peu plus footballistique. OK. Qu'est-ce que je pense de Didier Deschamps? Moi, je n'ai jamais été un grand joueur de football. J'étais un bon joueur de football, sans plus. OK? Je n'ai jamais été un grand joueur. Mais qu'est-ce que je pense de Didier Deschamps? Alors pourquoi on retrouve des entraîneurs comme Guardiola, des entraîneurs comme De Zerbi? Pourquoi on retrouve, des entraîneurs bon, tous les entraîneurs qui ont amené quelque chose dans le football qui soit nouveau, qui soit totalement enrichi, des gens comme Sampaoli, des gens comme Bielsa, qui ont apporté quelque chose. OK. Donc, pourquoi Didier Deschamps n'est pas capable de le faire? Parce que je pense que Didier Deschamps n'est simplement pas un bon entraîneur. C'est un entraîneur, on dit que c'est un entraîneur qui a tout gagné. Qui a tout gagné où? Il a entraîné à Monaco, il a fait 2 saisons à Monaco, il les a emmenés en finale de la Ligue des Champions, où il avait une approche un peu plus offensive. Il a montré quelque chose de différent, mais il avait des bons joueurs autour de lui, il avait des bons joueurs pour lui et il est parti à la Juventus. Il est parti à la Juventus, il a fait 1 an, ils l'ont dégagé. Il a fait 1 an et demi, ils l'ont dégagé, il était en 2e division quand la Juventus a été rétrogradée en 2e division pour des logiques de malversation. Je ne sais plus dans les paris ou si c'est, des logiques médicales, je ne sais plus vraiment. Mais ils ont été rétrogradés en 2e division. Didier Deschamps était l'entraîneur. Il a été champion en 2e division avec les joueurs qu'il avait en 1re division. Waouh, quelle difficulté! Il a monté, ils l'ont dégagé. Pourquoi ils l'ont dégagé? S'il était si fort? Maintenant, il est venu à Marseille, il a gagné avec un jeu pourri, il a réussi à gagner un titre de champion. Derrière ça, il va en équipe de France et voilà. En tant qu'entraîneur, c'était pas un grand entraîneur parce qu'il il joue sur la destruction du jeu des autres parce qu'il n'est pas capable de faire autre chose. Il n'est pas capable de déployer un football novateur. On voit que quand son équipe joue, il n'y a pas de séquence de jeu. Il n'y a pas de circuit préférentiel. Des circuits préférentiels, ça veut dire je crée des associations dans le jeu, au milieu de terrain, entre des ailiers et des défenseurs latéraux, créer une alchimie, créer des circuits qui permettent de créer des séquences de jeu. Sauf que ça, pour le mettre en place, ça se travaille. Mais ça se travaille avec une intention. Ça se travaille pas, de manière, naturelle en disant: «Ah ben tiens, faites-vous plaisir les gars, jouez comme vous voulez» et on a l'impression que quand Didier Deschamps fait des appelle ses joueurs sur la ligne de touche, quand les commentaires qu'il fait à ses joueurs: «Eh prends ce joueur-là!» c'est juste des commentaires défensifs. «Toi l'attaquant, vas-y, Giroud, tu défends sur le milieu défensif». Donc il demande à un attaquant de pointe de faire un marquage. C'est ça sa vision du football. Donc ce que je veux dire par là, ça traduit simplement une non-qualification, une incapacité à développer un football qui soit différent, un football de qualité. Et il s'appuie sur Mbappé pour faire la différence parce que Mbappé est un joueur exceptionnel. Mbappé est un joueur exceptionnel, mais pas seul. Dans une équipe, il y a toujours un joueur. Moi, je n'ai jamais vu dans n'importe quelle équipe une capacité dans une équipe d'avoir un joueur contre 11 joueurs qui fasse la différence tout seul. C'est strictement impossible. Donc il s'appuie donc Mbappé, aussi fort qu'il soit, il doit s'appuyer sur des équipes autour de lui, des équipiers autour de lui qui l'accompagnent, qui le supportent. Mais Didier Deschamps n'est pas capable de développer ça. Donc c'est l'idée que je défends, c'est que pour moi, Didier Deschamps est un entraîneur très, très, très moyen. La preuve en est, c'est que moi je pense que lorsqu'il quittera l'équipe de France, il n'y a pas un club qui lui proposera quelque chose. Pas un club. S'il va dans un club, il ira dans un club français, un club moyennasse avec lequel il aura des résultats moyennasse.
il aura des résultats parce qu'il jouera défensif et ça donnera rien. Au bout de 1 ou 2 ans, les mecs vont le dégager parce que ça donnera rien. Ça ne créera rien. Il amènera des mecs à mettre des Golgoth au milieu de terrain, les mecs qui vont mettre des coups, les mecs qui vont rentrer dedans, ça ne donnera rien. Ça n'aura aucune saveur, aucun intérêt pour les pour les pour les, pour les spectateurs. Aujourd'hui, on se demande pourquoi la Ligue 1, le championnat français, n'arrive pas à trouver de d'investisseurs. Ils ont trouvé un investisseur à 500 millions. Ils pensaient vendre à 1 milliard. Ils ont vendu à 500 millions dans la grande difficulté, en raclant les fonds de tiroir et en trouvant, malgré ça, un accord avec DAZN et un accord avec beIN. Je dirais, il me semble, pour 500 millions, mais ils sont très loin du milliard qu'ils avaient annoncé. Parce que le football en France n'intéresse pas, parce que le football est trop défensif et quand on voit le football de Didier Deschamps, ça crée quoi? Ça crée des émules. Ça crée l'idée de répéter ce qu'il fait. Parce qu'il a une réussite, on ne peut pas nier qu'il a une réussite sur la coupe du monde 2018, comme, Daniel Riolo le disait encore une fois. Il a une réussite. Cette réussite, elle est due avant tout à un Mbappé qui était absolument extraordinaire. À la dernière coupe du monde, en 2022, il y avait le Mbappé qui va en finale, qui met 3 buts incroyables, alors que l'équipe de France s'est fait balader en finale. Ils se sont fait balader contre le Maroc, ils se sont fait balader contre l'Angleterre. Ils arrivent en finale avec une chance, mais c'est incroyable. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que à la fois le nihilisme, le rien, le résultat unique crée cette perspective pour Deschamps et la volonté de détruire le jeu de l'autre. Cette destruction du jeu de l'autre amène simplement 2 choses: le manque de créativité, le manque de partage avec les autres, créer quelque chose de beau, quelque chose que je peux partager, dont je peux être fier avec les autres. Mais non, ce que je partage avec les autres, c'est juste le résultat. J'arrive là, je gagne ou je perds. Mais lorsque je perds, il n'y a rien à partager avec les gens. On se rappelle juste qu'ils ont été hyper mauvais et qu'ils n'ont pas gagné. Alors que s'il avait développé un jeu, je veux dire créatif, reluisant, intéressant, il a quelque chose à partager avec sa base des supporters. Il a quelque chose à partager avec ses joueurs. Mais là, qu'est-ce qu'il a partagé avec ses joueurs? Rien. Juste un football, à vomir et c'est dû au manque de compétences de Didier Deschamps, tout simplement. Parce qu'il n'a pas la compétence à faire ce genre de choses. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette relation que je voyais entre le football, la société et la vision du nihilisme, mais également, le l'image que j'ai du football que pratique monsieur Didier Deschamps. Donc demain, je referai une vidéo sur la suite de Trump et des nouvelles rumeurs ou des révélations qui sont faites sur sa tentative d'assassinat. Je vais refaire une vidéo par rapport à Didier Deschamps, mais en anglais, beaucoup plus donc en anglais pour approcher le même sujet, mais en anglais pour nos frères et nos sœurs qui se trouvent en Amérique du Nord. Et qui est pareil, ce sera le même sujet sur, la société, le nihilisme et le le manque de développement d'idées et l'incompétence de Didier Deschamps, de mon point de vue. Même si c'est un bon meneur d'hommes sur certains aspects, l'incompétence au niveau footballistique, pour moi, est criante, personnellement. Et puis, je ferai prochainement, je vais introduire, pas un nouveau concept, mais je vais introduire une logique de podcast. Donc j'ai quelques personnes qui ont des histoires assez incroyables, que j'aimerais partager avec vous. Ce sont des personnes que j'aime énormément, que et pour qui, j'aimerais bien avoir une, un échange, un échange avec eux et puis partager ça avec vous. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour notre communauté de Cross Connect. Donc, merci et à très bientôt et n'hésitez pas à liker, faire des commentaires, ça me fera toujours plaisir. Je ne cherche pas à avoir des likes, hein. Si vous estimez que ça ne mérite pas un like, ne mettez pas de like, moi ça ne me dérange pas. Je continuerai à faire mes vidéos, mais si vous avez des commentaires, si vous avez des choses si vous vous sentez touché par certaines choses que j'ai pu dire, de manière positive, hein, je cherche pas encore une fois, hein, je ne cherche pas à, mmh, à incriminer ou à porter l'opprobre sur monsieur Didier Deschamps. C'est juste que
je ne partage absolument pas sa vision, ni du football, ni la manière dont il communique. Donc je voulais juste le faire savoir et ce n'est que mon avis, OK? Mais n'hésitez pas à liker, faire des commentaires, poser des questions, ça me fera toujours plaisir de répondre. J'ai déjà eu quelques commentaires sur certaines vidéos. Ça me fera plaisir de répondre et de partager plus de contenu avec vous et plus de liens si ça vous intéresse. À très bientôt. Au revoir.